Un budget, quelle voie de passage. On est dans la dernière ligne droite. Alors, ça fait plus de 2 mois qu'on y est. On a presque envie de dire ouf, mais aura-t-on un budget à Noël ? Hier, l'Assemblée nationale a voté le budget de la sécurité sociale avec un déficit de 19,5 milliards d'euros. Oui, mais grâce à un transfert de 4,5 milliards des fonds de l'État, ça veut dire que sinon le déficit sera à 24 milliards d'euros. Ryan Nezar, je me tourne vers vous, spécialiste des finances publiques. Est-ce que c'est tenable, un rythme annuel ? C'est à peu près le niveau de déficit de cette année, 2025. C'est à peu près équivalent, ça ne s'améliore pas. Est-ce que c'est tenable ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le texte qui a été adopté, le budget de la sécurité sociale pour 2026, au fond, si on raisonne au même périmètre que l'année 2025, c'est-à-dire sans tenir compte de ces effets de transfert par lesquels l'État va transférer des ressources à la sécurité sociale, en dehors de cet effet, on a un déficit de la sécurité sociale en 2026 qui serait de 24 milliards d'euros. À l'arrondi. C'est plus qu'en 2025. Donc il faut bien comprendre ce point. Le budget qui a été adopté à l'issue, autour de 23 milliards, on aura les chiffres définitifs au printemps, mais ça signifie que le compromis qui a été réalisé, notamment avec le Parti socialiste, a conduit à avoir un déficit plus élevé en 2026 qu'en 2025. Et pour une raison simple, c'est que le gros des économies qui étaient proposées par le gouvernement dans le texte initial a été rejeté, à la fois à l'Assemblée et même en partie au Sénat. Rejeté l'année blanche sur les prestations sociales, rejeté le doublement des franchises médicales, suspension de la réforme des retraites, comme on l'a bien vu, relèvement des dépenses d'assurance maladie, d'ailleurs pas que pour l'hôpital, contrairement à ce qui a été dit. C'est toutes les dépenses, et notamment pour les soins de ville, notamment pour les soins de ville, donc pas que pour l'hôpital. Donc sur le champ de la sécurité sociale, non, évidemment que ça n'est pas tenable. On finance en réalité la santé et les retraites des Français avec la carte de crédit de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Si on élargit sur l'ensemble du déficit public, on est aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, on n'a pas encore un budget définitif. C'est pas fini. Il faut bien rappeler, je pense que maintenant chacun le sait, il y a 2 budgets, sécurité sociale et État. Sur le budget de l'État, le fameux PLF, projet de loi de finances, on est aujourd'hui en l'attente de la réunion entre les députés et les sénateurs. Le Sénat l'a voté lundi soir. Absolument, mais un texte qui ne sera pas adopté tel quel par l'Assemblée. Et donc on attend encore qu'il y ait un compromis, soit vendredi, soit samedi, soit pas du tout, entre députés et sénateurs. Ça s'appelle la commission mixte paritaire. Et à l'issue, on pourra voir s'il y a un projet de loi de finances ou si on repart dans un nouveau cycle de discussion. Mais en l'état, il conduit à avoir un déficit de 5,3% de la richesse nationale en 2026. Ce qui signifie, pardon, il y a beaucoup de chiffres dans ce que je viens de dire, mais ce qui signifie, pour simplifier, qu'on est quasiment au même déficit en 2026 qu'en 2025. Et je termine simplement sur un point. Ce qui signifie aussi que par rapport à ce qui avait été présenté à l'été dernier, alors c'était un autre Premier ministre, certes, mais ce qui avait été présenté à l'été dernier, c'est-à-dire un effort global proposé au pays de 44 milliards d'euros en 2026, avec une dizaine de milliards d'euros de prélèvements supplémentaires, mais 3/4 de l'effort qui portait sur des économies. 35 milliards d'efforts en économie. Au fil des discussions parlementaires, ces efforts sur les économies ont pas totalement disparu, mais se sont largement amenuisés. Au total, l'effort a quasiment été divisé par 2 aujourd'hui entre le texte initial du gouvernement. On trouve encore 15 milliards d'économies aujourd'hui dans la copie budgétaire. Je parle de l'effort global, y compris prélèvement obligatoire. On est autour de 25 milliards aujourd'hui par rapport à 44. Et pour finir, vous l'avez dit, il faut trouver une dizaine de milliards encore pour tomber sous les 5% de déficit. Mais c'est pas non plus une cible extrêmement glorieuse, 5% de déficit. Je rappelle que l'Espagne prévoit d'être à 2,1% de déficit, que le Portugal, qui est en excédent cette année, prévoit l'an prochain un déficit de 0,3%, que la Grèce prévoit un excédent de 0,3% l'an prochain. Donc on est à la traîne, on ne respecte pas à ce stade les engagements européens de la France et on continue à être dans une situation où on ne résout pas les problèmes ni économiques ni budgétaires du pays. Bon. Sans véritablement c'est pas très positif pour cette fois. Non, mais c'est lucide, comme à chaque fois. Je pense que c'est important de faire d'abord un constat lucide de la situation, et puis ensuite, on essaie de faire des propositions, des solutions. Jean-Marc, ce que je retiens, pour faire très simple, de l'exposé de Ryan Nezar, c'est qu'on n'a pas bougé d'un iota, et ensuite je vous poserai la même question, Olivier, entre 2024 et 2025. Non, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on n'y comprend rien.
Parce que, objectivement, vous avez parlé d'être exposé brillamment par Ryan Nezar. Moi, j'ai tout compris. Vous avez parlé pas moi, mais c'est pas le défaut par rapport à vous. C'est quand on nous dit on fait 44 milliards d'économies. J'avais à l'époque dit, écoutez, on passe de 1700 milliards à 1726 milliards, et vous nous dites qu'on fait 44 milliards d'économies. Expliquez-nous pourquoi. Et donc, il y a une espèce d'astuce qui consiste à dire qu'il y a des tendances, le tendanciel, puis il y a de même que vous l'avez bien dit, c'est le déficit de la sécurité sociale. Ça dépend où on met les tuyaux. Alors, on va dire, tiens, il y a un tuyau là qui allait vers l'État, on va le détourner vers la sécurité sociale, donc on va réduire le déficit. Au global, il y a une espèce d'opération qui est une opération qui, normalement, est une opération qui devrait être une opération de clarification vis-à-vis de la population. C'est un acte fort, le budget, c'est un acte fondamentalement démocratique. Oui. La démocratie est née avec le vote du budget. Je rappelle la Magna Carta du XIIIe siècle. Oui. C'est la concession du pouvoir qui dit il y a une chose sur laquelle on ne peut pas vous mentir parce qu'on va vous désigner des représentants. Vous allez désigner des représentants et on leur dira la réalité de la bougette, de la bourse du roi. Bon. Et puis c'est la transcription financière d'objectifs politiques. Bon, on est arrivé à une situation où on n'y comprend plus rien. Oui. Et je pense que vous dites que c'est à dessein. Et je pense que c'est à dessein. Je pense qu'il y a une sorte de alors c'est un vrai problème, je pense qu'il y a une sorte de dessaisissement du processus démocratique qui fait que les parlementaires qui auraient dû profiter de la situation pour s'affirmer comme étant les défenseurs, effectivement, de règles démocratiques, ont totalement gâché cette séquence. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on est 30 ans après le plan Juppé, sur la sécurité sociale. La sécurité sociale qui avait mis toutes les barrières de sécurité pour que ça ne dérape plus. Voilà, il avait annoncé que l'incapacité des partenaires sociaux à gérer la sécurité sociale rendait nécessaire l'intervention de l'État. C'est-à-dire que non seulement l'État n'a pas équilibré les comptes, mais on s'est presque trouvé dans une situation où il n'y aurait pas de comptes. Parce qu'à l'époque où il y avait les partenaires sociaux, au moins, ils étaient en décision, et donc les capacités qu'ils avaient d'arrêter les comptes faisaient qu'on était sûr que la sécurité sociale continuerait à exister. À un moment donné, on nous a expliqué qu'il n'y aura pas de PLFSS, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il y a un véritable problème de dessaisissement, là aussi, des pouvoirs d'un certain nombre de gens au profit de l'État, et que l'État n'a pas été capable d'assumer. Est-ce que c'est pire ? Est-ce que c'est pire aujourd'hui ? Est-ce que c'est pire depuis que l'État a pris les commandes du PLFSS En tout cas, c'est pas mieux. C'est donc un constat d'échec, à mon avis, qui devrait conduire à s'interroger sur est-ce que c'est le bon opérateur ? Je maintiens, est-ce que la troisième solution, c'est pas les partenaires sociaux, pas l'État ? Donc la troisième solution, c'est des assurances privées. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un constat, à une démonstration de façon totalement empirique qu'il faut en passer par là. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que effectivement, dans l'héritage de Bayrou, il y avait l'idée qu'il allait falloir travailler plus. C'est-à-dire que effectivement, il y a un constat. Il faisait travailler plus ceux qui travaillaient déjà. Est-ce que c'est ça le sujet en France ? Alors la suppression des 2 jours fériés. Voilà, la question est de savoir comment est-ce qu'on remet le pays au travail. Est-ce que c'est en supprimant des jours fériés ? Est-ce que c'est effectivement en reportant la journée par la retraite ? Ceux qui ne travaillent pas. Ou effectivement, est-ce que c'est en supprimant des emplois dans la fonction publique pour réorienter une partie de la main-d'œuvre vers des secteurs plus productifs ? Donc tout ça a été abandonné, et donc je pense que effectivement, on est vraiment dans une impasse parce que les parlementaires ne jouent pas leur rôle. L'échec du plan Juppé fait que le problème de financement de l'État social, qui est l'État-providence, qui est quand même devenu l'essentiel des dépenses publiques, est patent, et que le dernier élément, le pays n'a toujours pas conscience, et on ne lui a toujours pas révélé qu'il allait devoir travailler. Bon, Olivier, vous partagez ce constat ou pas ? Alors, je partage le constat de l'extérieur, et pour les chefs d'entreprise que je rencontre régulièrement, on n'y comprend rien. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Et quelque part, même si on a un mauvais ou un moyen budget ou un très mauvais budget, encore une fois, l'effet le plus délétère de cette séquence automnale, c'est la rupture de toute confiance qu'il peut y avoir entre le monde de l'activité économique et un certain nombre d'institutions politiques, tout simplement. Et la plupart des gens que je rencontre, chefs d'entreprise, surtout industriels, en fait, ont quelques marqueurs de cette discussion, parce qu'on s'y intéresse sans comprendre les détails, ça change tous les 15 jours, ou tous les jours, des fois même. Et un des marqueurs que moi je retiens, c'est on ne fait pas la réforme des retraites qui nous coûte un peu plus d'1 milliard d'euros, mais on coupe 1 milliard d'euros à l'apprentissage, alors qu'encore une fois, par rapport au travailler plus, c'est un moyen d'excellence pour permettre aux jeunes de rentrer plus tôt dans la vie du travail, ne pas demander à ceux qui travaillent déjà de travailler plus, mais de permettre, alors il y a la question des retraités du départ à la retraite, mais il y a aussi la question de quand est-ce qu'on rentre dans le marché du travail, ce qui est un décalage de 1 an ou 2 en France par rapport à la moyenne européenne. Donc il y a des signaux qui vont dans des contresens.
assez terrible. Voilà. Oui, et la colère des patrons qui grimpe, le mouvement Trop c'est trop. Vous savez, cette tribune de 2000 chefs d'entreprise qui avait été publiée dans l'Express, ces 2000 chefs d'entreprise vont se réunir salle Gaveau, c'est en une du Figaro Économie aujourd'hui, pour essayer de crier un peu plus fort. Alors, est-ce que ça débouchera sur quoi que ce soit? J'en suis pas sûr. Tout risque de finir par le maintien d'une hausse de la surtaxe d'IS qui avait rapporté 8 milliards. Ça pourrait aider à régler l'équation financière. Ce qui m'amène vers le rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale. On parle toujours recettes. Jean-Marc, je me tourne vers vous. La Cour des comptes dresse un constat sévère dans son rapport. C'est qu'en dépit du fait que les recettes fiscales aient augmenté de 44%, on a vu ce chiffre tout à l'heure, entre 2015 et 2024, ce qui me semble assez colossal. Les chiffres de la fraude, eux, n'ont progressé que de 8%, ou en tout cas la collecte, les montants redressés par Bercy n'ont augmenté que de 8%. Alors, comment ça se fait? Que nous dit la Cour des comptes? Alors, moi, ce qui me frappe dans les commentaires autour de ça, là aussi, c'est d'abord le fait qu'on pourrait avoir une vision positive de ce résultat. Dire, écoutez, les gens sont plus honnêtes qu'on ne le pensait. Si la fraude fiscale, si la lutte contre la fraude fiscale ne rapporte pas autant qu'on le pensait, c'est qu'en réalité, les gens sont plus honnêtes qu'on ne le pensait au départ. Et c'est pas du tout cette interprétation qui est donnée dans la plupart des commentaires. On dit, il y a une perte d'efficacité de Bercy, avec alors des discours qui sont des discours assez saisissants sur ce que est le montant de la fraude fiscale, qui sont entretenus plus ou moins par les syndicats des agents de la direction générale. On a tout entendu, jusqu'à les 100 milliards d'euros venant de Solidaire à Bercy. Et tout ça. Et donc, ce qui me frappe, c'est que derrière cette idée, il y a que les gens sont malhonnêtes, et les gens qui sont malhonnêtes, c'est essentiellement les riches. On a tout un discours qui est un discours de bouc émissaire. C'est-à-dire, on fait entre guillemets, on commémore les 10 ans de la mort de René Girard et de ses théories sur le bouc émissaire. Et en France, on a des boucs émissaires assez naturels qui sont notamment les riches. Le riche, et donc là, de nouveau, on fait plus ou moins le procès de l'habileté du riche qui réussit à se masquer parce qu'il fraude. Alors que je pense qu'il n'y a pas de raison pour considérer qu'il fraude forcément. Et puis il y a une confusion permanente entre fraude, optimisation, évasion fiscale, et puis les erreurs aussi. La complexité de notre système fiscal fait qu'on peut peut-être faire des erreurs. Oui, c'est la deuxième chose que j'allais... Les erreurs ne sont pas des fraudes si elles sont de bonne foi. Oui, c'est la deuxième chose que j'allais mettre en avant, c'est quand même que notre droit a évolué. Là, je parle sur le contrôle des spécialistes de la fiscalité, avec la réforme qui avait été votée à l'époque où M. Darmanin était ministre du Budget, qui était justement ce droit à l'erreur. Et ce dont j'avais été frappé, c'est qu'à l'époque, Gérald Darmanin, commentant ce texte de loi, disait que c'est devenu tellement compliqué qu'il est tout à fait normal de considérer que le contribuable puisse ne pas comprendre certains textes, d'autant plus avait-il dit que même les agents du fisc, il y a des moments où eux-mêmes ne comprennent pas. Et donc, je pense que là aussi, il y a des enjeux qui est plus la simplification que la chasse ouverte aux riches. Ryan, vous l'avez vécu de l'intérieur. Vous avez été une des mains qui a travaillé à la réforme de 2023 sur la fraude fiscale. C'est quoi le regard de Bercy sur la fraude fiscale? Alors, je parlerai pas pour Bercy, mais je peux vous témoigner effectivement de cette expérience qui a été la conception d'un plan global, d'ailleurs pas que sur la fraude fiscale, aussi sur la fraude sociale, c'est régulier, sur les fraudes on en a à peu près tous les 2 ans. Oui, tout à fait. Mais c'est justifié parce que les techniques de fraude évoluent, et donc c'est tout à fait normal que la réglementation et la législation évoluent. Moi, ce qui me marque d'abord, pour rebondir, c'est l'absence d'évaluation en France du phénomène de la fraude fiscale, ce qui donne lieu à tous les fantasmes, et vous verrez la prochaine élection présidentielle, des Le Pen, des Bardella, des que sais-je, vous raconter qu'ils financeront tous leurs programmes. C'est souvent la recette facile, effectivement, d'un côté du spectre. Milliards sur la fraude fiscale. Mais c'est un défaut collectif de manque d'évaluation. On avait, moi quand j'étais conseiller... C'est un défaut, c'est qu'on n'y arrive pas, parce que la fraude, par définition... Non, c'est un défaut. C'est un défaut, parce qu'on peut toujours faire une évaluation économique. Moi, quand j'étais au cabinet du ministre du Budget en 2022 et 2023, on avait reçu de l'INSEE une évaluation de la fraude uniquement sur la TVA, mais qui est le premier impôt. Donc on peut considérer qu'il y a des chances que ce soit le premier motif de fraude fiscale. Et l'INSEE s'était plongé sur les données de l'exercice comptable 2012 et avait estimé, avec une évaluation économétrique, que entre 20 et 26 milliards d'euros seraient fraudés chaque année sur la TVA. Ce qui est un montant
très important. Mais cette évaluation, elle a eu lieu sur la TVA, elle n'a pas eu lieu sur l'impôt sur le revenu, elle n'a pas eu lieu, même si on peut penser que c'est plus faible, elle n'a pas eu lieu sur l'impôt sur les sociétés, elle n'a pas eu lieu sur d'autres prélèvements obligatoires. Ce qui laisse place à tous les fantasmes. Et quand on regarde le bilan qui a été dressé, si on regarde l'historique des dernières années sur le bilan du contrôle fiscal, l'an dernier, en 2024, il y a eu 16 milliards 700 millions de droits notifiés et droits et pénalités notifiés, mis en recouvrement. 16 milliards 700 millions. C'est, pour le dire en français commun, la fraude détectée. Mais c'est pas la fraude encaissée. Et donc qui baisse parce que c'est plutôt 20 milliards d'habitude en plus. Non, je vais y arriver. Ce qui a été encaissé, c'était 11 milliards 400 millions. Donc on a un premier problème qui est qu'on n'encaisse pas toutes les fraudes qu'on détecte parce qu'il y a des sociétés éphémères, parce qu'il y a des sociétés qui organisent leur insolvabilité, parce qu'il y a des personnes qui placent des capitaux à l'étranger de manière à ce qu'ils ne soient pas saisis ou saisissables. Et donc on a déjà ce premier écart à combler. À chaque fois qu'on détecte une fraude, on doit pouvoir recouvrer les montants concernés. Et le deuxième sujet, c'est que si on regarde par rapport à 2015, on constate qu'il n'y a pas vraiment de hausse de l'efficacité de la fraude fiscale. En réalité, 2015 était un point haut. Souvenez-vous, parce que c'était sous la présidence Hollande, avait été ouvert ce qu'on avait appelé le service de traitement des déclarations rectificatives. C'était en gros la cellule de dégrisement pour les comptes en Suisse, pour l'affaire très vite. Luxembourg. C'était 2 ans après l'affaire Cahuzac. Oui. Et c'est une cellule qui a permis de rapatrier 27 milliards en 3 ans. Et donc, il y avait un point haut à ce moment-là qui était finalement pas structurel, qui était lié à cette politique faisant suite à l'affaire Cahuzac, très pertinente sur le fond. Hein. Mais donc, moi si on regarde plutôt sur les 5 dernières années, ce qu'on récupère de la fraude fiscale a doublé. Donc on progresse quand même en France, mais on doit s'améliorer sur l'évaluation, on doit aller beaucoup plus loin sur certains dispositifs. On a doublé ce qu'on récupère en fraude fiscale depuis 5 ans. Ce qu'on met en recouvrement par rapport entre 2020 et 2024. Mais c'était un point bas 2020. Et la deuxième chose, on doit continuer à progresser, à s'adapter aux nouvelles. Oui, parce qu'il y a des promesses. Amélie de Montchalin a promis de doubler les recettes sur la fraude fiscale d'ici 2029. Ou 2030. Mais moi, pour terminer, une des raisons pour lesquelles tout ça n'avance pas toujours, en ce moment, c'est l'instabilité politique. On avait lancé en 2022-2023 la facturation électronique entre entreprises pour la TVA, qui avait été mise en œuvre en Italie et qui avait rapporté 3 milliards d'euros, justement en réduisant les effets de fraude sur la TVA. Donc on s'était dit, voilà une bonne réforme, il va falloir des développements informatiques, il va falloir de la concertation avec les entreprises, il faut l'accompagner, on ne va pas le faire en un claquement de doigts, on se donne quelques mois, quelques années et on y parvient. Avec l'instabilité politique, avec les changements de gouvernement, avec l'absence de majorité claire au Parlement, on en est aujourd'hui dans une situation où on ne sait pas si cette facturation électronique aura lieu dans le quinquennat. Elle est prévue pour 2027, mais en l'attente d'un prochain report. Donc c'est juste une illustration du coût aussi pour l'efficacité de nos services publics, du coût de cette instabilité et de la nécessité, sans doute pas avant 2027, mais de clarifier les orientations d'un futur gouvernement pour pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace sur ce sujet de la fraude fiscale, comme sur tous les sujets qu'on pourrait évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ce recouvrement est-il efficace ou pas ? Je pense que un des éléments qui fait que ce recouvrement est plus ou moins efficace, c'est effectivement les technologies. Le passage au prélèvement à la source, je pense, a été un moyen pour le fisc d'être un peu plus... Pendant des années, on a parlé de data mining à Bercy, d'outils technologiques pour recroiser des données. Et ensuite, après, vous avez des impôts qui sont plus ou moins faciles à frauder. Je raconte toujours une anecdote autour de ce que dit Voltaire. Voltaire, il dit, si vous voulez être sûr de récupérer un impôt, vous faites un impôt sur l'intelligence parce que tout le monde voudra le payer pour démontrer qu'il est intelligent. Et le roi Beaulieu, qui était le professeur de finances publiques à Sciences Po, un peu avant vous, dans les années 1890, disait, écoutez, l'impôt c'est simple, si vous faites un impôt sur l'intelligence, il faut qu'il soit déclaratif. Les gens déclarent leur intelligence. On a beaucoup de ressources. Si vous faites un impôt sur la bêtise, il faut qu'il soit indiciaire. C'est-à-dire vous appuyez sur des indices. Bon. Et donc, je pense qu'il y a aussi un problème de technique fiscale. Et j'en reviens à ça. Je pense que depuis qu'on nous parle de simplification, il y a quand même... c'est compliqué. Oui, il y a quand même des enjeux autour de la simplification. Je ne sais pas à combien on a d'impôts dus par les entreprises, mais l'OCDE chiffre ça à plus de 200 impôts en France dus par les entreprises. Alors, il y a des petites taxes qui sont liées plus ou moins à des contextes professionnels et sectoriels. Mais je pense qu'une des premières choses avant de l'accès sur la répression, c'est de commencer par réfléchir à la nature de l'impôt et à la simplification.
Olivier Lancy. Oui, je voudrais juste élargir un peu le propos, parce que là, on parle de contrôles fiscaux. Très bien, il faut le faire. Il y a une partie de fraude. Les indicateurs quand même que vous donnez démontrent qu'on en fait peut-être une baudruche là où c'est peut-être un peu moins puissant. Moi, le témoignage que je voudrais donner, c'est il y a un problème non seulement d'évaluation, mais aussi de relation de l'État aux acteurs économiques, qui est une relation de défiance et qui est continue. Et ça ne vise pas que les riches. Moi, je parle de ce témoignage d'une chef d'entreprise d'une PMI dans le nord de la France qui a repris avec son conjoint une PMI pour le développer. Et elle me dit, je passe la moitié de mon temps à des contrôles fiscaux, URSSAF, droit du travail, ceci, ça. Quand est-ce que j'ai le temps de développer mon entreprise? Et qui ne sont pas toujours mutualisés. Et qui ne sont pas mutualisés, et qui ne sont pas coordonnés, etc. Donc, il y a le sujet de la fraude fiscale, que cet indicateur que vous nous donnez, c'est-à-dire on en fait un rêve de recettes et de collecte de Bercy, la réalité est beaucoup moindre. Il y a le sujet de l'évaluation, il y a le sujet de la manière dont on fait l'impôt, mais aussi je pense qu'il y a la question de la relation que l'État a vis-à-vis des acteurs économiques, et cet entravement que l'on connaît. Pas simplement pour les riches qui peuvent avoir les moyens de se payer des avocats fiscaux pour les représenter, mais des patrons de PMI qui sont le socle de l'économie de ce territoire et qui passent un temps considérable à répondre aux différentes demandes de l'État, pas seulement fiscales, au lieu de développer leur activité. C'est une forme d'impôt invisible qui est terrible. Mais il y a des efforts qui ont été menés à Bercy depuis 10 ans pour justement acculturer un peu à la fois les vérificateurs fiscaux, du côté de l'URSSAF aussi, pour essayer de rendre les équipes un peu plus pro-business. Alors, ça a toujours été compliqué de savoir quel était le discours de la réalité du terrain en même temps. Non, enfin, moi, j'ai mes propres yeux. Il y a une évolution depuis 10 ans. Elle est indéniable. Elle n'est pas assez rapide. On n'est pas encore à une situation où la relation est totalement une relation de confiance. La fameuse relation de confiance. Mais c'est d'instaurer, un très bel objectif qu'il faut poursuivre. Mais vous l'avez cité. Le problème, c'est pas simplement les femmes et les hommes qui mettent en œuvre la législation ou la réglementation. Le problème, dans bien des cas, c'est la réglementation ou la législation elle-même. Si vous voulez, on passera moins de temps à contrôler si on a une fiscalité plus claire, plus simple, et si les débats parlementaires ne conduisent pas à créer à chaque projet de loi de finances X niches fiscales supplémentaires, X petites taxes supplémentaires. Il y avait une époque, c'était sous le précédent quinquennat, entre 2007 et 2022, où on cherchait à supprimer des petites taxes et des petites niches en contrepartie, de manière à ce que ce soit budgétairement neutre pour le contribuable, enfin pour les Français, mais à ce qu'on simplifie le droit fiscal. Cette démarche a été abandonnée depuis quelques années. Il serait peut-être bon de la remettre au goût du jour. C'était quelques niches, effectivement, une dizaine de niches, effectivement, à chaque PLF. Et les petites taxes en regard. Et les petites taxes. Voilà, on les remet, les petites taxes maintenant, sur les petits colis. Voilà, les époques changent, que voulez-vous. Ne quittez pas, on se retrouve dans